Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous faire une présentation dans le cadre des activités de Contec que je remercie d'avoir organisé, même de façon virtuelle, ces rendez-vous qui permettent aux intervenants de la construction d'échanger. Aujourd'hui, ma présentation portera sur le retour en force du bois au Québec. J'ai la chance de partager la scène avec Éric Guimond, le président de Guimond Construction, qui pourra vous montrer à quel point cette entreprise a été précurseur dans l'utilisation du matériau bois dans des exemples de bâtiments très innovants. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire ma présentation. Donc, on va déplacer donc le plan de la présentation. Je vais vous présenter brièvement Secobois et par la suite, je vais vous parler de l'évolution de la construction en bois au Québec. Et bien entendu, à la fin des deux présentations, on pourra recevoir vos questions. Donc, Secobois, c'est un centre d'expertise dont la mission est de supporter techniquement les professionnels de la construction dans la construction non résidentielle. Par ici, j'entends la construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multifamiliale au Québec. Donc, notre public cible, ce sont les professionnels de la construction, incluant tous les corps de métier, ingénieurs, architectes, designers, donneurs d'ordre, les promoteurs et bien entendu les entrepreneurs. À ça, on peut ajouter les services d'incendie, les villes, etc. Secobois dispose d'une équipe de cinq ingénieurs et de 2 personnes qui sont liées aux communications et aux événements, qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, si vous allez sur secobois.com, vous pourrez avoir la fiche contact pour contacter les gens et demander des services. Maintenant, au niveau des services, je vais rapidement là-dessus aussi. Trois pactes pour Secobois au niveau des services. Premièrement, la formation technique, support technique et formation. Et après ça, toute la question communication et information. Donc, c'est vraiment l'ensemble des services. Et nous avons également, à la demande des professionnels, depuis plusieurs années, développé des outils de calcul qui sont de simples calculatrices là, qui permettent de prédimensionner les pièces de bois que vous allez avoir besoin. Donc, on a 8-9 calculatrices qui sont en ligne, qui ne sont pas des calculatrices de conception, mais vraiment d'aide à la prédimensionnement des pièces de bois. Donc, ça permet de se faire une idée sur comment calculer les dimensions du bois. Nous organisons aussi tous les 2 ans, donc en février 2021, vous aurez l'édition 2021 des prix d'excellence, dont la période de mise en candidature des projets vient de se terminer. Le jury se rencontre la semaine prochaine pour décider qui seront les projets à être nominés et qui gagneront lors de l'événement qui sera diffusé le 25 février. Donc, c'est ce que je venais de vous parler, donc le prix d'excellence 2021. Les projets ont été soumis et on est en train de les analyser. Dans le but également de stimuler l'utilisation du bois, on travaille beaucoup avec les universités. Et donc, nous organisons à chaque année ce qu'on appelle le défi Secobois, qui met à partie 10 équipes de 5 étudiants qui viennent d'universités de carrières différentes, architecture, génie du bâtiment, génie civil, qui pendant 3 ou 4 jours ont à concevoir et à construire une maquette selon des plans établis. C'est pour plusieurs étudiants la première fois où ils vont toucher au matériau bois, ce qui est très enrichissant pour eux. Donc, Secobois est une organisation qui se dévoue à l'augmentation de l'utilisation du bois au Québec. On publie également des études techniques, des guides techniques, des études de cas. Nous avons un journal qui s'appelle Construire en bois. Vous pouvez également vous abonner sur secobois.com. On publie également de façon hebdomadaire une infolette qui met les gens au courant des nouveautés qui existent sur le marché de la construction au Québec et à l'extérieur. Donc, Secobois, un intervenant important que vous êtes en mesure de consulter. Nos services techniques sont gratuits et puis nous organisons également des formations continues en ligne, dont 2 séries sont présentement à l'affiche. Donc, je vous invite à visiter notre site web. Donc, rapidement, Secobois est financé par les 2 paliers de gouvernement pour une partie et l'autre partie par des partenaires privés qui forment le réseau Secobois. Donc, vous avez un aperçu ici et vous avez également tout cet écosystème d'entreprises qui opèrent dans le secteur de la construction en bois, qui se rencontrent régulièrement, qui participent à des comités techniques pour venir enrichir la discussion et les connaissances au niveau de la construction en bois. Donc, ma deuxième partie, c'est la partie plus centrale. On va toucher l'évolution de la construction au Québec. Donc,
J'apprends rien à personne que le bois, c'est vraiment l'assise du patrimoine. Dès le début de la colonie au Québec, on a utilisé le bois pour se faire des abris. Les gens arrivaient de Nouvelle-France, d'Europe, et il y avait déjà des techniques de construction pour utiliser la pierre, le béton, mais aussi pour utiliser le bois, ce qui a permis de développer des bâtiments qui, dans certains cas, existent encore. Et aussi, on voit qu'on n'était pas les seuls à le faire dans d'autres pays. Vous voyez des bâtiments qui ont été construits au 8e siècle, au 12e siècle, ailleurs, en Norvège, au Japon, où on voit encore des bâtiments qui tiennent debout. Donc, quand on se pose la question, est-ce que le bois, c'est durable? Oui, si c'est bien conçu. Oui, si c'est bien entretenu. Et si on a pris, on a fait attention aux détails architecturaux au moment de la construction pour assurer la durabilité. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, après avoir visité plusieurs régions au Québec, qu'on a encore l'existence de ponts couverts. Donc, ça fait partie de notre patrimoine où on a utilisé le bois pour traverser des cours d'eau. Nous avons des ponts qui existent encore, qui sont de plus des centaines de mètres de portée, donc qui font le plaisir des touristes dans les différentes régions du Québec. Donc, il faut comprendre également qu'on a eu des bâtiments en hauteur qui sont construits dans la plupart des villes portuaires, des bâtiments de 6, 7, 8 étages. Il y a eu une étude qui a été réalisée par FP Innovation en 2013 qui a fait le recensement de ces bâtiments-là, qui a fait aussi le recensement des bâtiments qui sont encore debout, qui pour la plupart ont été convertis en édifices à bureaux ou en appartements. Mais et donc, il y en a plus d'une centaine de ces bâtiments de moyenne hauteur qui étaient construits avec du gros bois d'œuvre, avec des madriers, avec des plattelages, des systèmes de poteaux-poutres. Mais en 1941, le Code national du bâtiment, qui était la première version, a limité pour des raisons technologiques, des raisons de sécurité incendie pour l'époque, parce qu'ils n'avaient pas les échelles ou les capacités. Donc, a limité la hauteur et la superficie des aires combustibles. Donc, on s'est limité à 4 étages. C'était un frein très important et ça l'a aussi coïncidé avec la fin de la guerre mondiale où il y a eu un développement de la maison résidentielle. Donc, les producteurs de bois d'œuvre se sont tournés vers les marchés de construction de maisons résidentielles qui ont occupé leur port de marché pendant de nombreuses années. Excusez. Donc, mais au fil, même après ça, on a vu quand même beaucoup de bâtiments en bois utiliser le lamellé collé. Les gens qui pensent que le lamellé collé, c'est un produit nouveau, ça existait dans les années 50-60. La compagnie Goodfellow au Québec le produit depuis le début des années 60 et on voit son utilisation dans des lieux de culte. Également, on le voit dans des écoles, dans des bibliothèques, un peu partout au Québec. Donc, on a, encore à cette époque-là, on avait réussi à maintenir le savoir-faire, mais au fil des années, ce savoir-faire est disparu et est en train de revenir avec une utilisation accrue du bois au Québec. Donc, vous voyez ici certains projets qui ont vécu, donc l'église Saint-Denis du Plateau qui était convertie en une magnifique bibliothèque, donc qui a permis de préserver l'architecture en bois et de le mettre en valeur. Des arénas. Déjà en 84, on utilisait le bois pour construire une aréna. Ici, c'est l'aréna de Saint-Gabriel-de-Brandon à Lanaudière. Donc, on voit arriver au Québec différents types de matériaux qu'on peut mettre en valeur avec le bois. Les connaissances commencent à se développer et nous avons une meilleure compréhension également des enjeux et des modifications qu'on doit faire au code pour permettre une utilisation beaucoup plus diversifiée du bois. Un projet qui était très important, c'est la construction du laboratoire de Forintec, qui s'appelle maintenant FP Innovation, dans le parc industriel, dans le parc technologique à Québec. C'est un bâtiment qui a permis de faire la mise en valeur de plusieurs produits. La plupart des produits structuraux qui existaient à l'époque, qui étaient fabriqués au Canada, ont été mis en valeur. Donc, c'est un exemple très intéressant qui a donné confiance aux architectes, qui a donné confiance aux ingénieurs également sur comment concevoir des bâtiments en utilisant une multitude de produits structuraux. Et tous ces projets-là ont donné l'élan
au développement de produits d'ingénierie. Donc, vous connaissez les poutrelles, je ne prendrai pas beaucoup de temps là-dessus, mais ça a permis de faire évoluer les connaissances et également de faire de la recherche et le développement de produits d'ingénierie qui sont maintenant utilisés dans la construction de bâtiments de moyenne, de grande hauteur et également des bâtiments commerciaux, même dans des usines. Vous voyez la photo de droite, on voit une toiture d'usine qui est avec des portées très importantes. Donc, le développement des connaissances a amené des industriels à investir pour développer des produits, des nouvelles facilités, ce qui fait en sorte qu'au Québec, nous avons accès à une diversité impressionnante de matériaux de construction, de produits d'ingénierie en bois. On continue sur l'échelle du temps. Donc, le pavillon Kruger à l'Université Laval en 2005, ça fait déjà 15 ans que ce bâtiment-là était construit. Encore là, si je vous disais qu'à l'époque, toutes les pièces de bois arrivaient entières, ils étaient coupés sur place, elles étaient percées sur place. Donc, on a appris beaucoup de ce bâtiment-là. On a appris, les entreprises se sont équipées de machines à commande numérique. On a amélioré les dessins également, les détails architecturaux pour protéger davantage le bois, mais aussi le concevoir pour mieux le connecter ensemble. Donc, c'était un laboratoire excessivement intéressant et ça demeure aujourd'hui un bâtiment excessivement beau et très, très chaleureux en termes d'ambiance pour les étudiants. Donc, on pourra en parler dans la présentation de Éric. Tout à l'heure, on va vous en parler. Un bâtiment en bois, le premier stade, centre sportif Bois de Boulogne, qui a été construit par Guimont Construction, donc avec du bois qui venait de l'Europe. Donc, c'était le premier bâtiment d'envergure de cette nature-là. On parle de 15 ans, qui n'a pas vu la voie de nombreux autres bâtiments par la suite qu'on va voir dans la présentation. Donc, on commence à réintroduire du bois doucement, les codes du bâtiment évoluent et on fait des ouvrages très diversifiés au Québec avec l'engagement des professionnels, avec le développement de nouveaux produits et d'entreprises. Cependant, en 2007, ce qu'on appelle une tempête parfaite, l'industrie forestière fait face à une crise économique sans pareil. Les marchés s'effondrent, la construction aux États-Unis s'effondre, au Canada également. Donc, le gouvernement entreprend un vaste chantier qui n'est pas encore terminé de réflexion pour mettre en place des mesures pour diversifier et assurer un futur à notre économie, à notre industrie forestière et diversifier l'utilisation des produits. On comprenait qu'on avait atteint une limite importante dans la construction résidentielle et que si on voulait diversifier l'utilisation du bois et l'augmenter, il fallait aller dans les secteurs non résidentiels. Et c'est là que Secobois a été créé en 2008. Et puis, on a également mis en place une politique d'utilisation accrue du bois pour lancer une série de mesures qui allaient encourager justement l'utilisation du matériau. Ça a coïncidé également que le quatrième rapport du GIEC, la première fois que le GIEC parle du rôle du bois dans la lutte au changement climatique, il y a deux sorties. Donc, c'est soit de fabriquer des produits à partir de la biomasse résiduelle ou de substituer avec des produits en bois des matériaux dans le bâtiment. Donc, le GIEC le met très clair et vient documenter de façon très intéressante en quoi le secteur forestier et les produits du bois peuvent contribuer à être un outil formidable de lutte au changement climatique. C'est une reconnaissance très, très importante. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que le bois est une ressource renouvelable qui pousse dans toutes les régions du Québec, qui génère une activité économique très importante. On a aussi avec le GIEC, avec plusieurs études qui ont démontré que l'utilisation du bois en substitution permet de réduire l'empreinte environnementale et ainsi lutter contre les changements climatiques. 2008, le gouvernement, suite à sa grande consultation, arrive avec une stratégie d'utilisation du bois. Donc, Secobois est créé. On arrive avec une stratégie d'utilisation du bois où on met de l'avant plusieurs initiatives avec les universités, avec FP Innovation pour stimuler l'innovation. Secobois s'implique au niveau du développement des outils, des guides techniques pour aider. Et le gouvernement commence à réfléchir à l'exemplarité gouvernementale parce que le gouvernement est responsable de 50% du marché de la construction, donc doit donner l'exemple.
Et puis, on met en place ce qu'on appelait la coalition bois. Peut-être que vous vous rappelez de cette promotion-là où on avait un ensemble d'individus, une campagne qui a duré presque 2 ans, qui a permis à des gens à l'extérieur du secteur de venir dire à quel point ils valorisaient le bois, puis qui considéraient que le bois est un matériau important et pour l'économie, mais aussi pour la construction d'endroits performants et excessivement beaux et également confortables. On continue dans l'échelle du temps. On arrive 2008-2009, donc on a vu le premier stade en 2005. Donc, on récidive 2008-2009, mais là avec du bois qui est fabriqué au Québec. Donc, le stade de soccer Chauveau, qui était un jalon très, très important dans l'apprentissage d'utilisation du bois dans des infrastructures aussi importantes. Donc, on avait appris de bois de Boulogne, on a appliqué un certain nombre de principes et ça nous a permis de continuer à faire évoluer le concept pour des ouvrages de cette nature-là. Donc, encore là, c'est un autre projet, c'est pas une coïncidence parce que vous allez voir, M. Guimond va vous en parler également. Le garage Exceltec à Dorval qui est devenu Bombardier, donc qui a été conçu en bois, les mêmes architectes qui ont travaillé sur le projet du stade du Bois de Boulogne. Donc, c'était une application excessivement intéressante de grande envergure de systèmes constructifs en bois qui permettait d'avoir un bâtiment économique et très performant. On continue dans le temps et on voit arriver dans plusieurs régions l'émergence de bâtiments. Ici, on a l'aréna et le pavillon de service de l'UQAC au Saguenay, où on voit des systèmes qui commencent à se complexifier également au niveau de la combinaison des matériaux. On voit le cintrage avec une structure d'acier qui retient un toit en courbe, donc qui donne encore là des espaces très intéressants pour la population. Donc, ici, une application industrielle, l'usine La Charpenterie, donc l'amélioration des connaissances, le développement des produits nous permet de faire des fermes de toit jusqu'à 80 pieds de long. Donc, c'est pas un dépanneur, c'est quand même un ouvrage d'envergure et c'est une usine. Donc, on venait ici prêcher par l'exemple en fabriquant, en construisant une usine avec les produits qui étaient fabriqués par cette entreprise-là. Donc, vous voyez, on diversifie les projets aussi. Le gymnase de l'École Vision dans la région de Québec, OK? Donc, complètement construit en ossature légère. Ça s'est avéré le matériau le plus économique pour être en mesure de faire un gymnase, OK, qui a été largement utilisé et largement visité également pour apprendre de cet exemple concret de construction avec un système d'ossature légère et de mettre en valeur le bois. Donc, plusieurs entreprises également ont fait le pari du bois. On nomme Ultramar, Tim Hortons, où on a vu la construction de plusieurs de ces bâtiments-là qui ont utilisé la structure bois. On a les BMR également qu'on a vu dans 11 magasins qui ont utilisé le bois pour fabriquer leur magasin à l'époque. Donc, on a aussi, pas uniquement dans les bâtiments institutionnels, mais dans des bâtiments privés où les entreprises ont fait le retour dans l'utilisation du bois. Tout ça a fait en sorte qu'il s'est développé, continue à se développer des nouveaux produits. Le bois lamellé collé qui était essentiellement produit en Europe et maintenant produit au Québec. On a 3 fabricants au Québec. Tecolam n'est plus en opération, mais était en opération en 2009 et 2011. Et Chantier Chibougamau introduit le bois lamellé croisé qui auparavant ne venait que de l'Europe. Donc, le Québec devient un joueur important dans les marchés de la construction de bois lamellé collé et de CLT. Donc, on continue à faire évoluer le concept. Ici, vous avez le bureau de la CSN Fondation à Québec. C'est le premier bâtiment de 6 étages au Canada qui utilise des produits massifs. Ça fait 11 ans. Donc, vous voyez en 11 ans tout le chemin qui a été parcouru. Et on avait, en 2009, avec la collaboration de plusieurs centres de recherche, FP Innovation, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, on a tout documenté ce projet-là pour faire en sorte de bien comprendre et apprendre également de ces projets-là pour être en mesure de les répéter et ce qui arrive ici un peu partout au Québec. Je continue vous avez le bâtiment de Blacksmo GLK
à Québec, qui est un bâtiment fantastique, un bâtiment iconique qui était voulu par la compagnie. Donc, on a voulu pousser la conception d'un bâtiment pour en faire un bâtiment iconique pour cette compagnie au niveau mondial. Donc, ça a donné un bâtiment absolument extraordinaire où on a poussé les limites de l'utilisation du bois au niveau de la conception. Donc, on arrive également à la CEPAC qui s'occupe de la gestion des ressources fauniques au Québec, mais qui également s'occupe de la récréation. Donc, beaucoup de bâtiments d'accueil. La CEPAC est engagée fortement au niveau de la construction de bâtiments d'accueil et le matériau bois est largement utilisé dans tous les bâtiments. Et depuis 2011, la CEPAC continue d'utiliser ce matériau-là pour construire des bâtiments très intéressants qui se sont mérités pour plusieurs des prix au niveau du Gala des prix d'excellence Sécobois. Un bâtiment également iconique, donc on a la Maison symphonique de Montréal, donc les Montréalais peuvent voir les avantages au niveau acoustique du bois, ce qui était très bien connu. Donc ici, c'est un exemple d'un bâtiment où on a utilisé le bois beaucoup en apparence, on comprend que c'est pas en structure, mais ça a permis d'habiller le bâtiment, d'en faire un bâtiment extraordinaire et très performant en termes de son, en termes acoustiques. Je continue. Encore un autre stade, le stade TELUS à Québec. Ce qui est intéressant dans ce stade-là, le gouvernement subissait des pressions des gens de d'autres matériaux et a demandé à l'équipe d'ingénieurs et d'architectes de faire une étude comparative au niveau des coûts. Si vous aviez à construire ce bâtiment-là dans un autre matériau, est-ce que ça serait compétitif? Et l'étude a démontré que si on veut avoir une structure en courbe, si on veut avoir une structure comme celle-ci, le matériau bois est le matériau le plus compétitif et le plus performant pour en arriver à faire ce type de structure. Donc, on continue à réfléchir au niveau du gouvernement. En 2012, le rapport Beaulieu, c'est en lien de parenté avec moi, où on vient réfléchir sur comment encore là utiliser davantage de bois dans la construction au Québec. Et puis, il y a 4 recommandations. Mais il y en a une qui est excessivement importante, elles sont toutes importantes, mais la deuxième est très importante, c'est le devoir d'exemplarité. Vous vous rappelez, j'en avais parlé en 2008, mais on est rendu en 2012, et c'est de cette réflexion-là que la charte du bois va être mise. Et on va commencer également dès 2013 à intégrer dans le plan d'action pour les changements climatiques la notion d'utiliser du bois pour combattre les changements climatiques, pour lutter contre les changements climatiques, et on propose d'adapter le code de construction. Donc, ça fait pas 30 ans, vous voyez, c'est des événements qui sont arrivés dans les 10 dernières années et qui ont été des jalons importants pour aider les professionnels à utiliser davantage de bois. Ça a été répété également dans le dernier PAC et on sait que le plan d'action qui s'en vient va nous permettre également de continuer à avancer. Et je vous parlais de la Charte du bois, elle arrive. La Charte du bois, elle dit essentiellement que le gouvernement, pour tout projet qui reçoit de l'argent public, vous devez considérer le bois en avant-projet. Et la Charte du bois est devenue en 2015 un engagement gouvernemental. Donc, on voit de la Charte du bois, les municipalités commencent à s'impliquer également comme donneurs d'ordre, c'est un élément important. Donc, on a la construction d'un centre multifonctionnel à Saint-Éphrem où on combine. Maintenant, c'est un système hybride bois-bois qui permet de tirer les bénéfices maximaux de la station légère au niveau économique et de maximiser l'impact au niveau du visuel dans les espaces plus communs pour du bois massif. Donc, c'est un projet qui a été réussi admirablement bien et qui a respecté le budget qui avait été dévolu à ce moment. Donc, on continue dans la construction en poussant la limite également. Le code de la construction nous permet maintenant de faire des 6 étages. Donc, on a ici le premier 6 étages en bois pour les appartements. Donc, ce sont des condos dans lesquels on a appris beaucoup au niveau suite à la construction de ce bâtiment-là. Mais c'est un jalon très important parce que c'est le premier 6 étages en bois massif qui a été construit au Québec. On continue. Concessionnaire automobile à Saint-Félicien, qui vient encore là faire un bâtiment qui marie l'ossature légère et le gros bois et qui, de l'avis des propriétaires, crée des ambiances où la clientèle se sent très bien et vont passer plus de temps, vont être plus réceptifs aux discussions. On commence à intégrer les notions de biophilie sans le savoir.
Stade Saint-Michel, donc on est rendu à notre 5e stade, donc Stade Saint-Michel, qui est un projet absolument extraordinaire, qui a permis encore là de pousser le concept structural très loin, avec des éléments structuraux très complexes, dont on n'avait même pas les machines pour faire les tests ici au Québec. Les tests ont été faits en Allemagne, mais les concepteurs voulaient faire ce projet-là et la Ville de Montréal le voulait. Ça a donné un bâtiment de référence très, très intéressant à Montréal. Donc, 2013-2015, on voit que c'est une période charnière au niveau de l'amélioration des codes. C'était un arrangement du rapport Beaulieu. Donc, il y a des directives qui permettent maintenant de faire un 6 étages multirésidentiel, bureau également, et ça va être intégré dans le Code de la construction du Québec en 2015, donc qui est le Code amélioré de 2010. Donc, on voit que le choix d'améliorer le code repose sur des objectifs précis au niveau des gouvernements, mais repose aussi sur les connaissances disponibles qui permettent de justifier l'utilisation du bois dans la construction. Donc, on continue. Donc, comme on peut utiliser maintenant l'ossature légère pour la construction de 5-6 étages, plusieurs entrepreneurs se mettent en marche. Donc, on voit ici plusieurs projets qui ont été construits 6 étages dans la région de Québec, dans la région de Montréal, et maintenant, c'est en train de s'étendre dans les régions de banlieue de la ville de Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, et Lévis également. Donc, la Charte du bois, on revient encore en 2015. 2015, on revient renforcer la Charte du bois en faisant un engagement gouvernemental et en mettant une série de mesures en place. Donc, on introduit la construction de moyenne hauteur, on renforce les budgets au niveau de la formation et de la promotion, on continue à investir également au niveau de la recherche et de l'innovation. Donc, le gouvernement envoie un signal à l'industrie de la construction, à l'industrie forestière, qu'ils sont derrière et qu'ils veulent faciliter l'utilisation accrue du bois en développant des produits, en développant des entreprises qui sont en mesure de fournir le marché de la construction. Donc, j'en ai parlé. Je vais aller un peu plus rapidement pour ces éléments-là. Donc, je vous ai parlé également du 6 étages, c'est passé. Maintenant, le guide, on s'en va en hauteur. Donc, le guide de 12 étages qui a donné le bâtiment Origine à Québec. Donc, ce guide-là a été réalisé par FP Innovation en collaboration avec plusieurs intervenants et publié par la RBQ suite à une série d'études et de tests qui ont été réalisés. On avait le Broad Commons de 18 étages qui se faisait à Vancouver et ici au Québec, on bâtissait le premier bâtiment 100% en bois à Québec, un bâtiment de 12 étages reposant sur un podium de béton. C'est encore une première qui a été faite à Québec. Donc, Arbora distingue par son envergure, c'est une série c'est trois bâtiments, donc 2 bâtiments dans la phase 1 et un bâtiment dans la phase 2, avec 55 000 mètres carrés de bâtiments, 434 portes. Et ce qui est intéressant, comme vous pouvez le constater dans la photo en bas à droite, c'est qu'ils ont réussi à négocier une mesure équivalente suite à des tests qui avaient été réalisés pour laisser du bois apparent. Et ce qui a fait en sorte que dans le Code national du bâtiment 2020, qui va être publié très bientôt, le bois va pouvoir demeurer apparent selon certains pourcentages dans les bâtiments en bois massif. Donc, encore une avancée très intéressante au niveau de l'utilisation du bois pour permettre d'avoir des endroits plus agréables pour la clientèle. Tout ça nous amène à parler de biophilie parce qu'on a appris beaucoup et il y a plusieurs études qui ont été faites à la grandeur du monde. Donc, c'est une série d'études, je ne les passe pas en revue, mais vous pouvez les lire, vous pourrez les consulter. On a d'ailleurs publié un journal qui s'appelle Nature intérieure qui reprend ces études-là, qui essaie de comprendre le processus. Mais la biophilie a été démontrée, l'effet biophilique de l'utilisation du bois a été démontré par plusieurs études au niveau des étudiants, au niveau des gens qui sont en convalescence, au niveau des gens qui travaillent dans des bureaux, là, de la concentration. Donc, encore là, des éléments qui s'ajoutent, qui viennent militer en faveur de l'utilisation accrue du bois. Donc, on voit arriver des écoles également et présentement, il y a plusieurs projets d'écoles qui sont en cours au Québec. Les projets du Lab École qu'on verra plus tard, ils ont tous intégré du bois, donc c'est pas pour rien, c'est parce qu'on commence à comprendre les effets positifs de cet environnement-là pour tout le monde. Donc, là, je vais passer rapidement.
Vous voyez des privés comme Guimont qui va nous parler tout de suite après. Vous avez le groupe Robin qui a construit la tour Synergia, 6 étages. Ameublement Tanguay qui sont rendus à leur 4e magasin qui utilise la structure bois, qui met le bois en évidence dans tous ces magasins. Ils ont compris qu'il y avait un impact très important au niveau de leur marketing et de leur marché. Donc, bon, les prix d'excellence, je passais rapidement parce que je vais en reparler tout à l'heure. Encore là, je vous parle de la Charte du bois. Charte du bois, elle évolue. L'engagement gouvernemental, elle vient en 2017. Le gouvernement vient dire, écoutez, nous sommes convaincus qu'en utilisant davantage de bois, on peut réduire nos gaz à effet de serre. Donc, on vient renforcer la Charte du bois là-dessus en émettant des notions. Et dans l'exemplarité gouvernementale, on va aussi fournir un outil pour mesurer l'impact de la réduction des gaz à effet de serre en utilisant du bois dans nos bâtiments. Donc, c'est un autre engagement du gouvernement pour venir aider à documenter l'impact de l'utilisation du bois. Et on a Secobois mis en place le Gestimat qui est disponible, gestimat.ca, que vous pouvez aller, vous créer un compte et modéliser des bâtiments à votre goût. Donc, on a réussi à démontrer, vous voyez ici, c'est un avantage écologique du bois, on a parlé de la biophilie, on a parlé des avantages économiques. Donc, pour une structure, une poutre d'une même portée, avec la même charge, vous voyez sur le tableau de droite la différence en termes d'émissions. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, on ne reconnaît pas encore les bénéfices du carbone séquestré. Donc, on ne parle que de l'avantage comparatif du bois par rapport aux émissions de carbone. Donc, je vous laisse voir par vous-même la différence par rapport aux autres matériaux. Donc, à chaque fois qu'on substitue du bois dans un bâtiment, on a un double effet. On vient réduire l'empreinte environnementale carbone, mais on vient aussi emprisonner du carbone pour la durée de vie du bâtiment par le carbone qui était séquestré pendant sa croissance. Donc, la Charte du bois, j'en ai parlé, il y a plusieurs résultats et on s'engage maintenant. On devrait avoir une annonce d'ici la fin de l'année 2020 sur une nouvelle Charte du bois, un engagement ministériel qui a été fait de publier une nouvelle Charte du bois plus ambitieuse et encore qui va nous permettre de continuer à soutenir le progrès du bois. Je n'arrive pas à voir le compteur pour le temps, mais j'ai presque terminé. Il m'en reste pour 5 minutes. Il y a une course en hauteur. Okay, la course en hauteur, elle nous touche moins au Québec. On a fait du 12 étages, il y a des projets de 14 étages, on a fait du 9 étages, mais un peu partout dans le monde, ce qu'on essaie de faire en faisant de la hauteur, c'est de démontrer à quel point l'utilisation du bois permet de le faire. Donc, on pousse la limite de la hauteur. Donc, vous voyez, tout comme moi, depuis 2008, on a commencé à faire des 8 étages, des 12 étages, du 14 étages 2015. On a fait Broad Common 18 étages au BC. Je passe rapidement parce que le temps je vous ai parlé également d'origine 12 étages en bois sur un podium de béton. Donc, on a Arbora qui fait 9 étages, mais qui se distingue par sa superficie de plus de 55 000 mètres carrés, ce qui est quand même très intéressant. Mais il y a d'autres pays également qui s'intéressent. Donc, vous voyez ici, en Norvège, on parle de 18 étages. C'est un bâtiment qui est construit présentement, qui fait 85 mètres, qui est construit en 2019. On parle également du bâtiment OO qui est terminé, 24 étages en Autriche, à Vienne. Donc, un bâtiment que j'ai eu l'occasion de visiter. Donc, on pousse les limites de l'utilisation du bois au niveau structural. Et également, un bâtiment qu'on projette de faire à Londres, c'est la Oakwood Timber Tower, okay, donc de 300 mètres d'auteur. Donc, vous voyez, on est rendu dans un autre monde où l'utilisation du matériau bois est rendue possible grâce à l'amélioration des technologies et des connaissances également des concepteurs. Et le Japon travaille sur une tour de 350 mètres qu'il voudrait réaliser pour 2041. C'est pas quelque chose qui va arriver à Québec ou à Montréal, mais c'est quelque chose qu'on va aller dans le monde. Et si on est capable de construire jusqu'à 350 mètres, on est capable de faire des bâtiments sécuritaires et performants de 6, 7, 8 et 10 étages chez nous en fonction de notre besoin. Donc, vous voyez ici, c'est un graphique très important. Je passe rapidement. De 1999 à 2018, on a vu la proportion de marché de l'unifamilial versus le multirésidentiel passer de 50%, de 40% jusqu'à 80%. Donc, on voit
que le marché du multifamilial. Ça fait en sorte qu'on a besoin de matériaux différents, ça fait en sorte qu'on s'en va plus en hauteur, et les milléniaux le démontrent. Il y a la pandémie qui vient changer un peu les règles du jeu, mais les milléniaux le démontrent, ils veulent moins vivre dans des maisons, ils veulent vivre plus dans des édifices, et c'est comme ça que la démographie nous fait évoluer nos techniques de construction. Maintenant, rapidement, les parts de marché sur les 4 étages et moins, on a fait une étude en 2007 et on a refait l'étude en 2018 et on est passé de 15 de structure en bois à plus de 31 en 2018 et on est en train de revisiter ces chiffres-là présentement. Donc, on voit une progression très, très importante de l'utilisation du bois. Donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés, mais il y a un potentiel encore très important à saisir. Une étude a permis de démontrer que 80 des bâtiments qu'on construit présentement qui pourraient intégrer du bois, tout en respectant le code. Donc, il y a encore énormément de travail à faire pour continuer à sensibiliser, à former et à intégrer le bois dans nos constructions. Je termine avec 2 diapositives. Vous voyez le Lab École. Tous les projets de Lab École intègrent du bois dans leurs projets. Il y a sûrement des raisons. Ça, c'est des projets qui ont été sélectionnés pour construction. Donc, le prix d'excellence Écobois, j'en ai parlé, 25 février 2021. Bienvenue. Ça sera publicisé très bientôt. Donc, je termine en vous disant qu'il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés. Le Québec se distingue des autres provinces et de d'autres pays par la diversité des projets. On a occupé beaucoup d'espace dans toutes les typologies de projets. Et puis, il faut quand même s'assurer de bien concevoir, d'optimiser le concept pour faire en sorte que la promesse des coûts soit au rendez-vous. Et je n'ai pas besoin de vous démontrer les avantages environnementaux, mais on va s'organiser pour les documenter de plus en plus parce que nous sommes persuadés que le bois va occuper encore de plus en plus d'espace au quotidien dans les bâtiments du Québec. Donc, merci beaucoup. Je sais qu'on aura une période de questions par la suite. J'arrête de partager mon écran. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom est Éric Guimond. Merci, Gérald, de m'accorder cette tribune. C'est très apprécié. On ne fait pas ça pour la visibilité, mais on est des gens qui aiment l'innovation. On aime les défis. La construction on voit au fil des années, on dirait qu'au Québec, on est habitué. Quand on apprend une façon de faire, on n'essaie pas de l'innover. Je trouve qu'on manque un petit peu. Puis ça a été le fun pour nous d'amener le bois dans notre productivité ici au bureau. Donc, je vais parler un petit peu de Guimond Construction. Guimond Construction, 2 petites secondes. Bon, c'est pas bien long. Donc, Guimond Construction, qui sommes-nous? On est une entreprise familiale fondée en 1972. Donc, nous, c'est la 2e génération. Mon père a parti ça dans son sous-sol comme plusieurs entrepreneurs à l'époque. Il était avec ma mère, 2-3 millions de chiffre d'affaires. Graduellement, il avance. Fait deux beaux enfants. Et ces enfants-là décident de travailler à l'âge de 12 ans avec leur père. J'ai dit 16 ans parce qu'à 12 ans, on n'avait pas le droit, mais on a commencé à travailler à l'âge de 12 ans avec les parents, tout ça. Puis on a gradué dans le milieu de la construction sans savoir qu'un jour, on était pour avoir la piqûre. Et oui, on est tombé dans le bain et aujourd'hui, on est une entreprise familiale qui fait plus de 70 millions de chiffre d'affaires. 15 millions de notre chiffre d'affaires, c'est des projets en bois d'ingénierie. Vous allez voir l'échelle du temps aussi des projets qu'on a faits. On est vraiment spécialisé dans les projets de type clé en main, spécialement. Donc, on ne fait pas de projets publics, c'est que des projets privés avec les gens qui nous contactent. Et on est une équipe multidisciplinaire ici à l'interne. On a des ingénieurs, estimateurs, techniciens, chargés de projet. Bref, on est un entrepreneur général très intégré. Donc, Guimond Construction, l'approche clé en main, mais c'est une approche qu'on a développée au fil des années qui a été très éprouvée. On travaille de plus en plus, puis c'est une approche qui a évolué beaucoup. Justement, ce matin, j'étais avec des clients, puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'avant, ce qui se passait, c'est que les gens allaient voir un architecte, puis l'architecte demandait après ça aux différents ingénieurs de créer des honoraires et de créer des projets.
Là, ce qui pouvait arriver souvent, c'est que, bon, on crée un projet, le client allait en soumission avec plusieurs entrepreneurs, puis là, on se retrouvait avec des dépassements de coûts parce que les budgets avaient été faits, mais le concept, souvent, est beaucoup, un petit peu over-design et c'est là que l'approche de clé en main a fait son apparition. Et nous, ce qu'on favorise là, actuellement, c'est de s'asseoir avec les clients le plus tôt possible dans le processus pour qu'on puisse vraiment travailler avec les professionnels. Donc, on travaille toujours avec les architectes, on travaille avec les ingénieurs et nous, avec l'expertise qu'on a et la notion des coûts que nous avons, bien, on est en mesure tout de suite au départ de travailler et à maintenir un budget tout au long de l'estimation, de la conception des plans. Donc, c'est une approche clé en main. Ce que ça fait, c'est qu'à la fin de tout le processus de concept, bien là, on arrive avec un prix final qu'on s'entend avec le client, puis on part le projet, puis avec les échéanciers qu'on respecte, on respecte les budgets, puis la qualité du produit aussi livré. Ce qui fait notre force, c'est vraiment ce que je viens de vous expliquer, puis on est vraiment référé. On n'a pas une grosse machine de vente, on n'a pas de vendeurs sur place. C'est les banques, c'est les références. C'est ce que boit de ce monde. Et M. Beaulieu, que je n'avais pas vu votre présentation, mais vous le mentionnez à quelques reprises. On est content de faire partie de ça, mais on a appris à développer vraiment cette approche-là qui fonctionne extrêmement bien. Et on est en croissance, comme vous avez pu le voir. Mon père, à l'époque, était à 2-3 millions de chiffre d'affaires. Là, 3-4 années, on était à 30 millions, on est rendu à 70 et on va être probablement à 100 millions d'ici 2 ans. Donc, si on avance dans les réalisations, maintenant, on va parler du bois. Comme on l'a mentionné, en 2004-2005, là, on a fait le complexe sportif Bois de Boulogne. On va y aller avec l'échelle du temps, puis par la suite, je vais vous expliquer projet par projet quels ont été les coûts. On va parler des coûts, on va parler des structures et de tout. Mais là, en 2004, si on regarde l'échelle du temps, on a bâti le centre sportif Bois de Boulogne, qui est un complexe de soccer. En 2008, on a bâti Exceltech, qui est devenu Bombardier, comme on a mentionné plus tôt. Une petite tour Banzai, c'est un bâtiment de 16 000 pieds carrés en 2011. Par la suite, il y a eu les tours à bureau parce qu'on appréciait tellement le bois qu'on a dit qu'il faut l'adapter ailleurs. Et dû à ce qu'on va parler un petit peu plus tard, mais on a pu l'adapter vraiment bien autour. Donc, à partir de 2016, on a eu une séquence de plusieurs projets. Et là, on a fait la première tour à Mirabel, en bordure de l'autoroute 15. Des gens ont peut-être vu aussi, actuellement, on est à bâtir une deuxième tour là-bas. En 2017, on a fait la tour BDC à Saint-Jérôme, encore une fois en bordure de l'autoroute 15. En 2018, la tour Véridi à Saint-Eustache. Qui est une tour, encore une fois, 4 étages, en bordure cette fois-ci d'une autoroute, d'une artère passante qui est la 640. En 2019, un client nous a approché pour bâtir une clinique médicale qu'on est en construction actuellement, qu'on va voir un petit peu plus tard. Et l'année prochaine, on a la tour BST qui est sur l'ancien terrain de la brasserie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse. Donc, on va aller un petit peu plus en détail dans les projets. Le centre sportif Bois de Boulogne, c'est une construction qui a lieu en 2004-2005. À l'époque, nous, ce qu'on nous avait demandé, c'était de faire la construction. Le volet ingénierie, mécanique, électrique et tout n'était pas dans notre mandat. Donc, nous, c'était de concevoir l'enveloppe du bâtiment. L'architecte, c'est Jason Farragut qui sont basés à Laval. À l'époque, il avait fait des plans, tout. On avait soumissionné, puis le projet était vraiment... il était vraiment pas over design, mais il était trop coûteux, dû entre autres à l'architecture. Et puis là, on s'est assis avec les architectes. Il fallait ramener le projet parce que c'est un projet qui avait une limite là, monétaire. Puis ça passait proche qu'on enlève le bois du projet puis que ça devienne un bâtiment plus traditionnel. Et on a réussi, en travaillant avec les architectes qui ont été d'ouverture d'esprit, d'intégrer d'autres éléments architecturaux moins coûteux qui nous a permis de réaliser le projet. Donc, c'est une bâtisse de 123 000 pieds carrés. OK, total, pour un coût de 75 $ le pied carré en 2004. Vous avez vu le travail qu'on a dû faire pour arriver à ces coûts-là, mais c'était base building, comme je vous explique, juste le bâtiment, il n'y a pas de mécanique électrique, mais on a réussi à le faire de cette façon-là. Et le défi là-dedans, mais ça a été de faire l'assemblage des grandes fermes de toit et de son montage, parce que c'était la première fois qu'au Québec, il y avait un projet comme ça qui se montait. Et aussi, les arches provenaient de Matisse, de la France. Ils n'ont pas été fabriqués au Québec. Et puis, ça arrivait dans le port de Montréal, dans des containers qui nous étaient livrés sur le chantier. Donc, ça a été quand même
assez intéressant comme expérience, là. Donc, c'est le projet. Ici, comme vous pouvez voir, c'est la maquette couleur qu'on avait fait et à droite, c'est la photo du projet une fois complété là, en 2004. Suite à ça, en 2008, il y a eu le projet du Centre d'entretien pour aéronefs Exceltech. C'est un projet à Dorval en 2008. C'est un projet de 113 000 pieds carrés, un projet de 21 millions. Là, il inclut toute la mécanique, c'est tout faire le projet. Puis encore là, 185 $ le pied carré. Ça a été un bon prix. Et la raison pour laquelle on a réussi à bâtir ce projet-là, c'est que le président à l'époque, Derek Neese, avait fait un appel d'offres. On a été appelé à soumissionner. Quand j'ai vu la liste des soumissionnaires, nous, Guimont Construction, à l'époque, on avait quoi, peut-être 15 millions de chiffre d'affaires et ils nous invitaient à faire un projet de 20 millions. J'ai dit, la seule façon qu'on peut y avoir, c'est de se démarquer, se différencier des autres entrepreneurs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le président par... on a loué une vanne et tout avec passagers, là, un petit autobus. J'ai dit, pouvez-vous emmener tous vos vice-présidents? J'ai dit, moi, je ne veux pas soumissionner conventionnellement comme vous l'avez demandé dans votre devis de performance. J'aimerais ça le faire d'une autre façon, mais je ne veux pas vous dire comment. J'ai un bâtiment qu'on vient de construire qui pourrait, dans lequel pourrait opérer un projet comme le vôtre. Est-ce que vous voulez bâtir? C'est là que je les ai pris. On a pris le petit autobus. On a été au centre de soccer Bois de Boulogne. Et là, j'avais tout préparé. Là, on a ouvert les lumières. Le président est arrivé et il a fait « Wow! » C'est là que j'ai dit, écoutez, même à l'époque, les études, je ne les avais pas vues, mais j'ai dit, écoutez, vous battez pour toute la même chose, la main-d'œuvre en aéronautique. Vous avez Bombardier dans votre cours, il y a Air Transat, Air Canada. C'est tous les gens qui travaillent dans le milieu, vous battez pour la même main-d'œuvre. Vous battez contre Bombardier, qui est un gros joueur. Donc, si vous avez un bâtiment qui se démarque des autres, qui est en bois, qui donne un aspect vraiment différent de ce qui se fait sur le marché, peut-être que ça pourrait fonctionner. Et c'est là qu'il a dit, Éric, si tu es capable de maintenir ton budget autour de 21 millions, tu remportes l'appel d'offres. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et on a travaillé en étroite collaboration avec Nordic pour arriver à respecter les budgets, la fabrication et tout. Donc, ça a été un superbe projet qu'on a réalisé quand même, un projet de 20 millions en 12 mois à temps pour qu'ils puissent faire l'entretien de leur avion dans ce fameux hangar. C'est une photo une fois terminée. Comment le résultat final. Et on peut voir que le projet, il y a des caniveaux là, que vous voyez par le plancher. C'est une autre innovation dans le projet. Puis on a gagné des prix avec ce projet-là. C'est que les gicleurs, il y a une section de gicleurs au plafond. Bien, pour éteindre des feux dans des hangars d'avion, les assurances demandaient un système de mousse qui envoyait de la mousse sous les ailes des avions. Et là, on a trouvé un système avec des gicleurs dans le plancher qui propulse la mousse en cas de feu sous les ailes des avions. C'était une première en Amérique. Donc, c'est le projet d'hangar d'Exceltech. Et suite à ça, là, on s'en va en 2015. Donc, vous voyez, il y a eu quand même un gap entre les deux. Pas qu'on n'a pas assez travaillé pour trouver des opportunités, mais celle-là ici, c'est un terrain, un de mes amis, Rick Otamanche à Mirabel, qui m'appelle, il me dirait que je veux bâtir des tours à bureau en bois, des tours à bureau. J'aimerais ça que ce soit là. Puis à Mirabel, en 2015, c'est pas le Mirabel de 2020, 2021. Là. Il y a beaucoup, c'est tout nouveau. Il y a un engouement pour Mirabel, mais c'est au tout début. Le monde des affaires sont à Laval, sont à Montréal, sont pas à Mirabel. J'ai dit, écoute, si on veut faire un projet, j'embarque avec toi. La seule condition, c'est qu'on le fasse en bois. Et ça fut un projet qu'on a fait. On a levé un projet de 4 étages, un bâtiment de 35 000 pieds carrés d'une valeur base building. Donc, tout le bâtiment avec les ascenseurs, les aires communes, les communs, tout ça pour un montant de 125 $ le pied carré, incluant tous les aménagements. Et c'est un projet qui s'est rempli rapidement. Et la raison pour laquelle ça a été aussi vite, c'est à cause du bois, parce qu'on compétitionnait. Notre compétition était toujours des bâtiments traditionnels en acier avec des plafonds suspendus. Et si vous voyez un petit peu, une des réalisations qu'on a fait, c'est qu'on intègre la mécanique du bâtiment avec le bois. Vous pouvez voir que en termes d'environnement de travail, ça rend les espaces vraiment intéressants. Et ça fait un succès. Donc, en moins d'un an, on a rempli l'immeuble qui était là. Suite à ça, les gens voyaient ce projet-là, donc un petit peu plus au nord. La BDC nous a approchés puis nous a demandé, écoutez, on aimerait ça avoir une tour
portant notre nom. On prend un étage complet, on veut être en bordure de l'autoroute. C'est là qu'on a réussi, on a trouvé le terrain et on a parti cette tour-là en 2017. Donc, suite à la tour 1, c'est un projet, encore une fois, de 35 000 pieds carrés, un projet de 4 millions, le coût 123 $ le pied carré. Les enjeux de ce projet-là étaient de remplir le terrain parce qu'il y avait une forte dénivellation et d'éviter les pieux. Une autre chose, c'est que dans les phases, on essayait d'améliorer. La première introduction du CLT s'est faite dans la phase 1 à Mirabel. Dans cette phase-là, on l'a complètement enlevé parce qu'on servait du CLT pour faire les contreventements et ça compliquait extrêmement le montage à l'époque. On avait décidé à l'époque d'éliminer le CLT, mettre des contreventements, des X, qui passent quand même devant les fenêtres et tout, mais c'est tellement beau, le bois, les détails de connexion sont tellement beaux et propres que ça donne un élément architectural, puis ça diminuait les coûts aussi. Donc, on l'a fait de cette façon-là. Donc, on a éliminé le CLT à l'époque et les planchers étaient en planche lamelée collée de 12 pouces. Vous allez voir un petit peu plus tard qu'on a réintroduit. Vous voyez ici, un aménagement qu'on a fait. Qui encore démontre bien là, la beauté du bois quand c'est bien agencé avec tout le reste. Ça fait que des superbes projets. Et là, suite à ça, on a eu la tour Véridi, qui est encore un autre de nos projets, de nos investissements, qui est un projet d'une tour 4 étages en location à Saint-Eustache. Et dans ce projet-là, ce qu'on a, on a réussi à faire et qu'on a développé Nordic était déjà, le faisait déjà, mais on a décidé d'utiliser le CLT comme plancher au niveau des étages. Donc, c'est la même chose, structure, poutre, colonne. Le CLT qui vient comme pour les planchers et les bracing, là, les contreventements sont apparents dans le bâtiment, encore une fois, avec des détails qui sont superbes là, qu'on a pu mettre en valeur. Et vous voyez encore une fois là, ce que ça donne, le résultat, c'est très beau. Et on met le bois en évidence, on a mis le bois en évidence autant que possible. Par la suite, là, on se retrouve Tour Santé Optimum. On est en 2019, donc vous avez vu, on a accéléré la cadence. 2019, on est approché par un groupe de médecins, des docteurs et tout. Ils veulent une clinique, une tour de médicale dans laquelle on retrouve des médecins, chiro, physio, massothérapeutes, ainsi de suite. Pharmacie au rez-de-chaussée. Puis là, ils décident de nous appeler. Puis la principale raison, c'est qu'ils voulaient leur tour en bois. Puis on a fait, encore une fois, tout le travail avec les professionnels, mécaniques, électriques. Ce projet-là, on a la particularité, c'est qu'il a un stationnement souterrain aussi. Les médecins tenaient à avoir une place au chaud pour leur véhicule l'hiver. Donc, on a un stationnement souterrain, un bâtiment à 4 étages de 31 000 pieds carrés avec un stationnement, un projet de 5,2 millions. Vous voyez que les coûts augmentent graduellement. Là, on est à 141 $ le pied carré. La particularité de ce projet-là, c'est qu'on voulait garder le bois apparent. Les médecins, dans chaque bureau de médecin, il y a des lavabos, donc de la plomberie. La plomberie descend par le plancher, mais là, l'étage dessous, il fallait faire attention pour pas que la mécanique soit faite de façon non design. Donc, il a fallu regrouper beaucoup la plomberie de façon à ce que l'étage en dessous, c'est pas l'air du spaghetti attaché au plafond. Donc, il a fallu vraiment... pour garder le bois, de porter une attention très particulière à la plomberie apparente là, dans tout le bâtiment parce que la structure est apparente et la mécanique, la ventilation, même l'électricité, tout est apparent. Donc, vous allez voir, on est au montage. C'est une photo qu'on a prise il y a 2-3 semaines. C'est la structure de bois qui est montée. Oh, attendez une petite minute, j'ai peut-être été un petit peu vite. C'est celle-là ici. OK? Donc, vous voyez le projet. Quand je vous parlais des détails de connexion, vous en avez un à droite là, de la photo. Vous voyez le détail. D'avoir ça apparent dans un bureau, c'est pas détestable du tout. Ça attire l'œil. C'est un beau détail qui est superbe. Et là, vous voyez la tour en train de se monter. Le fait particulier, c'est qu'on a nos propres équipes de montage. Donc, c'est nous qui avons décidé de bâtir notre équipe parce que, oui, Nordic, oui, il y en a d'autres fusions. Il y a d'autres entreprises qui fabriquent
Mais le montage, il y a très peu de gens qui le font et ça coûte extrêmement cher. Nous, on a décidé d'avoir nos propres menuisiers pour monter nos projets. Donc, un projet standard, c'est à peu près 9, 8, 9, 10 $ le pied carré pour faire le montage. Nous, on le fait autour de 5. Fait qu'entre 10 et 5 $ le pied carré, fois 30 000 pieds, c'est 150 000 150 000, là, ça nous aide à être plus compétitifs, puis ça nous aide à faire vendre un projet comme ça à un client, là. Donc, c'est pour la Tour Santé Optimum. On arrive en 2020. On est en construction actuellement, en plein montage. C'est la tour 2 de Mirabel. C'est la petite sœur de la tour 1. Elle est 5 étages, tour un peu plus grande, plus haute. Stationnement souterrain aussi. Projet de 7 millions. Donc, en 5 ans, on est parti de 123 à 142 le pied carré de projet. Tous les matériaux, on le sait, augmentent. Ce n'est pas que le bois, c'est le vitrage, tous les matériaux, l'électricité, tout ce qui est à base de métal, les métaux ont tous augmenté. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un taux quand même raisonnable de 142 le pied carré parce que c'est une tour quand même très bien, là, avec des espaces communs très bien faits, ascenseur sur 5 étages. Tout est là, tout est présent, puis c'est fait avec goût. Donc, on est à 142 $ le pied carré. C'est ici qu'on se retrouve avec cette fameuse tour-là, une fois montée, avant de la briller. Là, on est rendu à la maçonnerie, je crois, sur la tour. Là, si vous passez devant sur la 15, vous allez voir, on finalise l'enveloppe avant l'hiver. Notre prochain projet qu'on vous parle, c'est la tour BST. Décor Architecte a fait ce projet-là et a dessiné ce projet-là, vont vont déménager leur bureau dans cette tour-là. C'est l'ancienne brasserie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse. Donc, ils l'ont appelé la tour BST2. On va bâtir ce projet-là. On travaille, comme je vous ai dit, avec les architectes, avec les ingénieurs afin de bien concevoir tous les détails, afin de s'assurer d'avoir un projet viable. Le budget de 9,5 millions, donc à 153 $ le pied carré. Ça va être un projet LEED. C'est une tour en bois qui repose sur 2 niveaux de béton parce qu'il y a un restaurant au rez-de-chaussée qui prend tout le rez-de-chaussée. Au sous-sol, il y a du stationnement parce que le terrain était trop petit pour la quantité de stationnement nécessaire. Ils ont mis un étage de stationnement. C'est un projet de 5 étages qui va avoir, on devrait commencer un petit peu avant les fêtes ou au retour. Il y a du creusage à faire, un petit peu de roc à casser. Donc, c'est le projet qu'on va réaliser en 2021 qui va prendre 12 mois là, pour la construction. Particularité, où j'ai 2 étages en béton, mais j'ai 5 étages au-dessus qui donnent un projet d'une hauteur de 90 pieds en tout. Donc, ça fait le tour des projets qu'on a fait. Et ce que je veux vous dire, c'est que Guimont Construction choisit le bois pour des choses, des points très importants. Monsieur Gérald en a parlé beaucoup, là, mais le bois, c'est une ressource renouvelable, c'est un matériau qui est très écologique, c'est un produit de chez nous, donc il faut en être fier. On a une bonne relation avec les fournisseurs ici, ça va super bien. Donc, la durabilité du bois, on en a parlé, il y a des projets qui datent des années, de plusieurs centaines d'années, qui sont encore bien. Ça prend, si le projet est bien monté, qui est bien entretenu, mais le bois a une durée de vie à l'infini. C'est un produit qui est adapté, polyvalent. Vous avez vu, on peut faire des hangars d'avion, des portées de 200 pieds de large sans aucune colonne à 60 pieds de hauteur, mais le bois le permet. Les résidences au feu, on peut aller chercher nos résistances de 45 minutes, 90 minutes, 2 heures au feu, tout dépendant de l'épaisseur qu'on joue. Il y a une façon de le faire, mais on peut aller chercher nos résistances au feu et de le garder apparent, ce qui rend aussi l'architecture vraiment incroyable dans tous les projets qui sont réalisés en bois. L'esthétisme, je pense que vous l'avez vu à travers les diapos qu'on vous a montrés. Et un milieu de vie calme, sain, chaleureux. On a parlé, les matériaux, c'est un matériau biophilique. Donc, vous allez apprendre à connaître tous les bienfaits du bois. Et c'est pour ces raisons-là principales. Et on aime l'innovation. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de pousser et suivre l'industrie du bois dans toute l'innovation.
Et en terminant, un des projets que je trouve superbe, on l'a vu dans la présentation, c'est le projet de GlaxoSmith qui ont poussé les limites au maximum pour le bois. Vous voyez comment ça a été fait avec les courbes, avec les supports, au lieu de les faire droits, les colonnes sont en V. Écoutez, c'est un projet incroyable, tout vitré. On peut voir de l'extérieur le bois, la beauté de ce projet-là. Donc, quand le bois est bien adapté, il peut s'adapter à tout. Et sur ça, ben, je vous laisse et j'espère que vous avez apprécié notre cheminement. Merci beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, Éric. Non? Good. Oui, il y a des questions. Donnez-vous des formations sur les techniques de construction en bois massif de type CLT. Oui, nous avons également un expert qu'on vient d'engager dans notre équipe. Donc, il s'agit de nous contacter sur secobois.com et nous avons des formations effectivement qui peuvent être données. Y a-t-il des problématiques liées à la transmission du son et des vibrations dans les structures de bois multi-étages? Oui, il y a des enjeux, mais il y a des solutions qui existent également, comme dans n'importe quel matériau, pour être en mesure de solutionner ça. Encore là, vous pouvez faire une requête technique, ça va nous faire plaisir de partager de l'information avec vous. Comment assurons-nous une gestion durable des forêts avec une utilisation accrue du bois en construction? Une question très intéressante. Plusieurs études ont démontré que, comme vous le savez, qu'on utilise notre bois principalement en exportation. Donc, à chaque morceau de bois qu'on peut utiliser, donner de la valeur ajoutée pour faire des tours à bureau comme Éric fait ou des bâtiments en bois, on vient réduire notre dépendance à l'exportation de nos produits. Donc, je tiens à vous rassurer, le Québec a mis en place un régime forestier qui permet d'aménager nos forêts de façon durable. C'est reconnu par différents standards de certification, mais aussi on a de la place à utiliser du bois pour nos produits à de valeur ajoutée et on va être moins dépendant de l'exportation. Donc, chaque mètre cube qu'on utilise dans nos bâtiments, ça nous permet d'enlever. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'aménagement des forestiers durables versus l'utilisation du bois. On a encore de l'espace pour prendre du bois. J'ai eu les questions. C'était la dernière... OK, c'était la dernière question. On n'a plus de temps. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci, Éric. Merci beaucoup.